Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je continue de construire mon établi. Il est maintenant temps de préparer les noces et d'enfin marier le piétement de mon établi avec le plateau. Si vous savez de quoi je parle, vous pouvez directement passer au chapitre suivant de cette vidéo. Je vous mets le timecode juste en dessous. Sinon, je vous explique, il n'y en a pas pour longtemps. Ça fait des mois que je construis un établi, un modèle que j'ai conçu sur mesure et par conséquent le modèle idéal pour moi. C'est un modèle hybride, mélange de rouleaux et de shaker avec des petites touches d'autres modèles. Et la construction de cet établi me sert en même temps de support pour mon auto-apprentissage de la menuiserie et je partage mes expériences avec vous au fur et à mesure de l'avancée du projet. À chaque fin de vidéo, je fais un bilan de mes succès, de mes échecs, de mes progrès et parfois aussi de mes découvertes. Cette vidéo est la 19e de la série, ce projet est déjà pas mal avancé. La structure du piétement est faite, mais pas montée. La presse frontale est terminée et la construction du plateau est en cours. Donc ce plateau, il sera constitué de deux demi-plateaux de 30 cm de large qui viendront encercler 3 fours itou qui sont amovibles. Sur les côtés, 2 alaises sont prévues, dont une qui servira pour une deuxième presse, dont on s'occupera plus tard. Voilà pour le petit rattrapage à l'attention des nouveaux. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, eh ben bienvenue, la playlist est juste par là. Mettez-vous à jour avant de voir cette vidéo, c'est mieux. Et si ce projet vous intéresse, eh ben abonnez-vous et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien rater de la suite. Maintenant que tout le monde en est au même niveau, on va pouvoir commencer. L'assemblage du plateau et du piétement sera un classique tenons mortaise. Grâce à vos commentaires, je sais maintenant qu'on commence en général par les mortaises, puis on fait ensuite les tenons. C'est plus simple comme ça, parce qu'il est plus simple d'ajuster le tenon par rapport à la mortaise, plutôt que l'inverse. Mais dans ce cas précis, je ne vais pas suivre vos conseils, même si vous avez raison, la méthode que vous proposez est bien la bonne. Sauf que dans la situation d'aujourd'hui, c'est pas un tenon qui va s'enfiler dans une mortaise, mais 4 tenons dans 4 mortaises en même temps. Et ça change pas mal de choses. En théorie, l'emplacement des tenons, il est connu. J'ai un plan issu d'un modèle 3D, mais en théorie également, les dimensions sont juste au micron et même plus. Les angles font tous rigoureusement 90 degrés, et toujours en théorie, le bois est un matériau parfait qui ne bouge pas d'une épaisseur de copeaux. Dans la vraie vie, les dimensions des pièces sont juste au millimètre près, les angles ne sont pas parfaitement à 90 degrés et le bois travaille. Donc pour placer justement les mortaises dans le plateau, je vais d'abord faire les tenons, puis je vais assembler définitivement le piétement en le collant. Et là seulement, je pourrai mesurer l'écart entre la théorie et mon piétement réel. Mais avant d'attaquer le chantier, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement les plans de mon établi. J'ai décidé de vous les mettre à disposition, mais je ne le ferai pas tout de suite. Je dois d'abord les mettre à jour. Il y a eu quelques modifications pendant la fabrication. Par exemple, le boîtier d'embrayage de la presse n'était pas modélisé, le volant était modélisé vite fait et la version réelle est bien meilleure que l'original numérique. D'autres détails ont été revus et il risque d'y en avoir encore quelques-uns. Donc, je ferai une mise à jour complète du plan, j'y ajouterai quelques notes pertinentes et je le mettrai à disposition quand l'établi sera complètement terminé. Étant donné le travail et le temps que ça va me demander, je pense qu'il ne sera pas gratuit, mais il ne coûtera pas cher du tout, quelques euros seulement. Le but n'étant pas de se faire de l'argent, mais de soutenir la chaîne. L'appareil photo que j'utilise pour filmer supporte de moins en moins la sueur qui ramasse là et il va falloir le remplacer. Ceci étant dit, il est temps d'attaquer le chantier. Donc je vais donc commencer par faire les tenons à chaque extrémité de pied. Je vous explique comment je vais faire ça tout de suite. Je commence par marquer mes tenons. Tous mes tenons ont la même cote, du coup je vais tous les marquer d'un coup. Ils font tous 35 mm. Donc je vais faire le tour comme ça de chaque pied. Y compris le pied de la presse. J'ai décidé de faire des tenons de 65 par 65 sur mes pieds qui font 100 par 100. Alors je sais, c'est pas conventionnel, normalement un tenon c'est un tiers supprimé, un tiers gardé et un tiers supprimé. Mais je fais ce que je veux déjà, d'une part, et d'autre part, j'étais même pas obligé de faire de tenon. J'aurais pu faire une mortaise juste de 100 par 100 dans le plateau et enfiler mes pieds, ça aurait fait pareil. Là, j'ai décidé de m'entraîner, du coup, je vais faire quand même un tenon. 65 par 65, ça me laisse 2 tiers de matière, c'est pas mal. Hop, donc là c'est simple. Les codes sont toutes les mêmes. Et le trusquin, c'est la vie. Tiens d'ailleurs, si vous n'avez pas de trusquin, vous pouvez très bien utiliser une équerre à combinaison avec un crayon ou un tranchet. Vous le réglez à la cote que vous voulez. Exactement comme un trusquin d'ailleurs. Si je visse, c'est mieux.
Et ensuite, vous tracez comme ça, tout simplement. Bon, moi j'ai un Trusquin, j'en profite. D'autant que c'est un beau jouet. Pour le pied de la presse, je vais garder les mêmes proportions de tenons. Donc je vais garder 2 tiers de la matière et en supprimer 1 tiers. Le pied fait 150 par 150, donc mon tenon va faire 100 par 100. Pour faire le tenon, une fois de plus, je vais utiliser la défonceuse. Je vais mettre en appui sur une face et enlever la matière de la droite vers la gauche ici. Et je vais utiliser le guide parallèle comme butée, comme à chaque fois. Tac, voilà. Donc en fait, je vais défoncer comme ça. Et je vais aller de droite à gauche jusqu'à ce que le guide parallèle soit embuté. Alors attention, parce que des guides parallèles, il y en a de plusieurs types. Celui-là, l'avantage, c'est qu'il est assez haut. Il faut bien penser que quand on aura enlevé de la matière ici, il faudra que cette partie du guide parallèle puisse toujours être en contact avec le pied. Donc là, ça sera le cas. Mais si vous prenez la plupart des défonceuses d'entrée de gamme, eh ben, la butée ici du guide parallèle, elle n'est pas très haute. Donc vous pouvez très très bien vous trouver dans la partie que vous avez supprimée. Et à ce moment-là, votre guide parallèle, il ne va rien buter du tout. Une petite astuce que tout le monde connaît, c'est pas un secret sur les guides parallèles. Vous voyez, ici, vous avez des trous. Ça permet de fixer un tasseau. Donc, dans le cas de ce guide parallèle, c'est un double avantage. Le premier avantage, c'est que déjà, vous avez une hauteur suffisante pour pouvoir utiliser votre guide parallèle comme butée. Et le deuxième avantage, c'est que vous cachez la lumière ici. Donc, vous avez un guide constant sur toute la longueur. Je vais utiliser cette butée-ci. Et je vais quand même utiliser la cale, ne serait-ce que pour cacher la lumière. Ça sera beaucoup plus confort parce que l'appui ici n'est pas très grand. Les tenons sont faits, je vais pouvoir assembler le piétement. L'assemblage n'est pas simple, il requiert de la méthode parce que pas mal de pièces se croisent et il est impératif de respecter un ordre de montage rigoureux pour pouvoir assembler toutes les pièces. Je vais commencer par assembler les côtés. Côté droit, les 2 pieds, les traverses qui les relient et le panneau en fruitier. Côté gauche, les 2 pieds, les 2 traverses qui les relient et la presse frontale. Et avant l'assemblage, je ponce toutes les pièces. Je commence par le côté gauche de l'établi, celui qui inclut la presse frontale. Le sujet de cette presse a été détaillé dans pas moins de 6 vidéos. Allez les voir si vous ne les avez pas vues.
Pendant que ça sèche, je prépare le panneau du côté droit. Je m'occupe de la finition avant collage, ça permet de traiter toute la pièce, y compris les languettes qui seront plus accessibles après l'assemblage. J'applique de l'huile de paraffine. Sur les languettes, dessus, dessous et sur les côtés, je frotte un bloc de paraffine pour déposer un film sur lequel la colle ne pourra pas adhérer. Ça permettra de laisser le panneau libre dans les rainures qui vont l'accueillir. Et puisque tout est poncé, huilé et paraffiné, il est temps de coller le côté droit. J'ai oublié une étape que j'aurais dû faire avant d'assembler le côté droit. Les pieds de droite doivent être percés pour permettre le passage des vis de la deuxième presse, la presse Moxon. Quand le piétement sera complètement monté, je ne pourrai plus utiliser de perceuse à colonne, alors je vais le faire tout de suite tant que c'est encore faisable. Ça aurait été plus simple de le faire avant de coller les pieds, mais il n'est pas encore trop tard pour le faire. Les capacités de la perceuse sont très justes. Ici, la mèche Forstner passe au-dessus du pied, mais le pion de centrage de la mèche, lui, ne passe pas. Si je suis sur le plateau le plus haut, ça ne passe pas, et si je suis sur le plateau le plus bas, évidemment, ça passe, mais la perceuse ne descend pas assez bas pour entamer le perçage. Et puisque la mèche n'a pas cette place, je vais lui en faire. Je vais commencer à faire le trou à la main. Je fais ça recto verso et pour les deux pieds de l'établi. Il ne fallait pas avoir besoin de percer 1 mm de plus. Les deux côtés sont assemblés, la colle a séché. J'ai bien envie de savoir combien veut peser le bestiau au complet, et pour ça je vais peser les sous-ensembles montés. C'est maintenant le bon moment pour peser ces deux premiers assemblages. Le côté gauche pèse 15,6 kg, le côté droit pèse 37,8 kg. On est déjà à plus de 50 kg. Je continue l'assemblage. Je mets en place les traverses horizontales et je les assemble aux montants verticaux. Une fois la colle sèche, je les pèse, bilan 24 kg. Les quatre côtés sont prêts, la colle est sèche. Je commence à mettre les éléments peu à peu à leur place définitive et je continue l'assemblage. Je dois impérativement placer les 4 glissières de tiroir central qui s'emboîtent dans les traverses horizontales avant d'assembler les quatre côtés, sans ça leur montage sera impossible. Avant que la colle des glissières de tiroir ne soit sèche, je colle aussi le côté droit aux traverses latérales. Ça me permet à la fois de gagner du temps et de m'assurer que les traverses latérales sont bien alignées. Je vais être sûr que l'ensemble global soit bien d'équerre. J'aurais pu aussi coller le côté gauche en même temps, mais je manquais de serre-joint. On n'en a jamais assez de ces machins-là. J'ai donc attendu le lendemain pour faire le collage, et cette fois-ci, je m'y suis pris un petit peu différemment. Le côté gauche de l'établi est contre le mur, ça m'empêche d'utiliser le maillet pour enfiler les tenons directement dans les mortaises. Alors j'ai directement utilisé les serre-joints. Après tout, ce sont des presses. Voilà, la structure de base est montée, je peux maintenant l'habiller. Là encore, l'ordre de montage est important. Si je me trompe, je ne pourrai pas assembler tous les éléments. Donc je commence par les montants intermédiaires du côté droit, à l'avant et à l'arrière de l'établi. Les montants intermédiaires, ce sont ceux qui se trouvent entre les tiroirs. Ils sont collés comme le reste de l'établi et il faut faire attention parce qu'ils ont un sens. Du côté des pieds, les queues d'aronde sont de la taille de la largeur des montants, alors que de l'autre côté, les queues d'aronde sont plus courtes pour laisser de la place aux tenons des glissières de tiroir que je vais installer juste après. Et là, on voit tout l'intérêt de faire un plan.
Avant de monter les glissières de tiroir, je les lubrifie en les frottant avec un pain de paraffine. On trouve ça dans les supermarchés, au rayon des bocaux à confiture vide. Le frottement fait chauffer le bois et la paraffine fond en surface, ce qui permet de déposer juste un film de paraffine sur la glissière. Ça facilitera le glissement des tiroirs. Ensuite, j'installe et je colle toutes les glissières du côté droit de l'établi. Alors oui, on le voit ici du côté gauche, mais c'est parce qu'on est à l'arrière de l'établi. Je colle ensuite en place les montants intermédiaires du centre, toujours de la même manière. Et je continue, je colle les glissières de tiroir central. Mais ça, c'est une erreur parce que les montants intermédiaires de tiroir du côté de la presse ne peuvent pas se monter si les glissières de tiroir sont en place. Je m'en suis rendu compte qu'après avoir monté et collé les montants intermédiaires qui restent à l'arrière et les glissières de tiroir du côté gauche. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai redémonté tout ça avant que la colle ne soit sèche. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Parce qu'après avoir monté et collé les montants intermédiaires sur l'avant, je me suis rendu compte que cette fois, ce sont les glissières de tiroir qui passent plus. Mais c'est pas montable en fait. Elles doivent s'enfiler par l'intérieur de l'établi et par le côté du montant vertical qui les reçoit. Du coup, j'ai mis quelques coups de maillet sur les montants intermédiaires pour les reculer des 15 mm nécessaires au montage des glissières de tiroir. Il n'est par contre pas possible de reculer le montant intermédiaire aux deux extrémités parce que justement les queues d'aronde femelles ne sont pas débouchantes du côté de la presse. Heureusement, j'ai réussi à mettre les montants intermédiaires de travers malgré les queues d'aronde, sinon j'avais pas de solution pour monter l'établi. Waouh, le gros coup de chance. Waouh, trop bien. Une fois passé ce petit coup de stress, j'ai terminé de monter les montants intermédiaires et les glissières de tiroir restantes. Et pour terminer le montage, j'ai mis en place les supports des sous-plateaux et le sous-plateau lui-même. Allez, on passe au bilan. Je vais commencer par vous dire ma satisfaction. Ça fait des mois et des mois que je travaille sur cet établi et la structure du piétement est enfin terminée, montée et collée. C'est un cap de franchi qui me fait extrêmement plaisir parce que l'avancée de l'établi est très concrète là. J'ai une bonne partie de l'établi sous les yeux et je sais qu'il va me durer une vie. C'est la classe quand même. Moi, je suis assez fier de moi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le poids du piétement. Alors, j'ai fait mes comptes. J'ai pesé d'abord côté droit, côté gauche, puis les traverses horizontales, enfin les côtés. Toutes les glissières centrales d'un coup, toutes les glissières latérales, etc. Et les montants intermédiaires. Au total, on en est à 98 kg environ, sans compter le sous-plateau et ses supports. Donc finalement, on peut arrondir sans problème le piétement à une centaine de kilos tout nu. C'est-à-dire sans les tiroirs, sans les accessoires, sans le placard qui va venir dessus, mais avec la presse. Certains d'entre vous n'allaient pas manquer de me demander pourquoi j'ai fait les tenons à la défonceuse plutôt qu'à la toupie. En fait, le tenon du pied de la presse ne pouvait se faire qu'à la défonceuse à cause de la pièce qui est collée dessus, le support des glissières de tiroir. Cette pièce empêche de placer correctement le pied devant la toupie, et comme j'étais obligé de sortir la défonceuse pour ce pied, j'ai fait les 4 pieds avec cette méthode. Par flemme en fait, et j'avoue que c'est idiot parce que par flemme de pointer la toupie, je me suis donné bien plus de travail à tout faire à la défonceuse. Les 3 autres pieds ayant les mêmes dimensions, ça aurait été bien plus malin de les faire à la toupie. Plus facile, plus rapide, plus propre, moins fatigant, donc cherchez pas de raison rationnelle, il n'y en a pas. Parfois je suis feignant au point de me donner plus de travail, cherchez pas. Puisqu'on en est au tenon, je vais faire une remarque sur le guide parallèle de la défonceuse Triton. Ce guide est plus rigide que celui-là, par exemple, parce que cette plaque, elle est rigidifiée par des pliages sur les bords et au centre. Mais à cause de ça, on a au milieu de la plaque une rainure très très mal placée. On a naturellement tendance à plaquer la semelle contre le bois en appuyant la plaque au-dessus de la rainure, puisque c'est là que sont les poignées de la défonceuse. Et quand on usine au bord de notre pièce, la défonceuse peut basculer à cause de cette rainure. Il faut bien faire attention à plaquer la défonceuse en appuyant sur la plaque de métal, là où est notre pièce de bois. C'est une faiblesse de conception de ce modèle. J'en parle juste parce que je vous invite à bien prendre le temps de connaître les outils que vous utilisez. Tous les outils ont des faiblesses, et les connaître, ça permet de les contourner et d'éviter pas mal de problèmes. Le piétement est totalement assemblé. Totalement? Non.
Pour la presse frontale, j'ai collé la traverse droite à la mâchoire, mais j'ai pas fixé la traverse oblique. Je pense que c'est pas nécessaire. Mécaniquement, la traverse oblique, sous contrainte, elle a tendance à s'appuyer sur la mâchoire et pas à s'en écarter. On verra si j'ai raison ou pas avec le temps. Si je me trompe, il me suffira de percer la mâchoire ici et de cheviller pour toujours permettre le démontage de la presse. Toujours sur la presse, j'avais prévu des encoches pour permettre le passage d'une tête de vis ici. C'était finalement pas nécessaire puisque j'ai remplacé les vis par des tourillons qui font office de cheville. La finition du panneau à l'huile de paraffine, c'est un produit que j'ai utilisé pour faire des planches à découper. C'est une huile sans odeur, contrairement par exemple à l'huile de Tang. C'est une huile qui ne rancit pas, qui ne jaunit pas comme un vernis et qui est agréée contact alimentaire. Ça n'a pas d'intérêt dans ce cas, mais j'aime beaucoup son rendu satiné très sympa. J'avais prévu de ne pas faire de finition à l'établi, mais il est probable que je change d'avis et que je lui passe intégralement un coup d'huile. Plus que probable même, puisque j'ai commandé l'huile pour ça. J'ai bien évidemment fait un montage à blanc avant le collage du piétement. Ça m'a servi à valider que mes assemblages fonctionnent bien ensemble, mais surtout ça m'a permis de déterminer le mode opératoire du montage du piétement. Il y a plein de contraintes de montage qu'on ne soupçonne pas forcément en regardant un modèle 3D, et le respect de l'ordre de montage est impératif si on ne veut pas se retrouver avec un piétement à moitié collé avec des pièces impossibles à monter. Et malgré ça, vous l'avez vu, je me suis trompé dans l'assemblage et j'ai dû trouver une solution pour monter tous les éléments du piétement. Et croyez-moi, avec la colle qui sèche et qui a un temps ouvert limité, c'est pas une situation confortable. Si certains estiment pouvoir se passer d'un montage à blanc, pour ma part j'estime cette étape indispensable, même pour un montage très simple, ne serait-ce que pour vérifier les bons assemblages. Alors bien sûr, dans le cas de ce piétement au montage complexe, le montage à blanc était une étape indispensable. La vidéo dure environ 20 minutes, mais en fait, le montage du piétement a été très long. Il a duré plusieurs jours parce que ça a été une succession de collages, de mise en presse et de séchage. Et puisqu'on parle de collage, parlons un petit peu de la colle. Au début, j'étais pas très fan de cette colle à cause des traces blanches translucides qu'elle laisse après séchage. Et la colle que j'avais avant, elle était transparente une fois sèche et ça m'allait très bien. Mais à la réflexion, c'est quand même mieux comme ça. La colle transparente m'allait bien parce que je ne l'ai jamais utilisée pour des projets qui nécessitent une finition et j'imagine qu'un vernis n'aurait pas tenu sur une trace de colle que j'aurais pas vue. Avec une colle visible après séchage, je sais exactement où poncer ou racler avant de faire la finition. Pour bien choisir une colle, il faut regarder plusieurs caractéristiques. La classe, dans mon cas, ici, c'est une D2, donc réservée pour l'intérieur. N'allez pas coller des meubles de jardin avec ça. Le temps ouvert, c'est le temps maximum entre l'application de la colle et le pressage des pièces à coller. À pas confondre avec le temps de séchage, c'est pas la même chose. Le temps ouvert pour cette colle-ci est assez long, entre 10 et 15 minutes, ce qui me va bien. Le temps de serrage, c'est le temps minimum pendant lequel il faut presser les éléments à coller. Ici, il est de 15 à 30 minutes. Et seulement après, regardez le temps de séchage. C'est pas le paramètre le plus important à mon avis. D'ailleurs, dans le cas de cette colle, il n'est pas vraiment précisé. Quand on fait un collage pour un assemblage complexe, comme pour ce projet, c'est le temps ouvert qui stresse le bricoleur. Le temps de collage n'intervient qu'une fois que les pièces sont assemblées. J'ajoute à ça que le temps de séchage ne veut pas dire grand-chose. On devrait dire le temps de stabilisation, c'est-à-dire le temps qu'il faut attendre avant d'usiner, par exemple, 2 pièces collées. Mais la résistance finale du collage est obtenue après environ 7 jours. C'est pour cette raison que je dis que le temps de séchage, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez remarqué que je donne une plage de temps pour les paramètres. C'est parce que le temps dépend de la nature du matériau collé. Le temps ouvert de 10 minutes, c'est pour des bois tendres. 15 minutes, c'est pour des bois durs. Et ce temps-là, il est donné pour 20 degrés. Il s'allonge s'il fait froid et vice-versa. Donc dans mon cas, ça m'arrange. Il a fait froid pendant le montage. Ça a augmenté le temps dont j'avais disposé pour pouvoir coller, assembler et ajuster mes pièces, le cas échéant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le piétement est maintenant prêt à accueillir le plateau qui me reste à terminer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure. Parmi vous tous qui regardez les vidéos de la chaîne, vous êtes moins de 20% à vous être abonnés, et parmi les abonnés, vous êtes à peine 12% à avoir activé toutes les notifications. C'est peu, vous risquez de louper pas mal de vidéos, mais bon, c'est à vous de voir. Il est temps pour vous de commenter et liker la vidéo. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos likes et aussi pour vos merci, le bouton à côté du like là, qui permet de soutenir la chaîne si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sans que ça vous coûte rien, tout simplement en passant par le lien affilié pour faire vos achats d'outillage chez mon partenaire Outils des Pros. Ça ne change rien à votre facture, mais Outils des Pros me rétrocède une commission sur vos ventes. Et vous achetez dans une boutique française avec un vrai SAV. Sur ce, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!